Bonjour. Donc je me plais, je reste. Donc rapidement pour me représenter. Donc bienvenue pour cette table ronde. On va être dédié à la partie réglementation côté industriel et aussi avec un cas d'usage intéressant qu'on verra sur l'utilisation des jumeaux numériques dans le cadre de la conformité réglementaire. Donc rapidement pour me présenter, Sabri Kemissa, donc moi je suis membre du CESIN, expert en cybersécurité des installations industrielles. Comme elle a été souligné tout à l'heure, j'étais responsable cyber dans des grands groupes industriels. Et là aujourd'hui, voilà, j'ai mis à dispo mes connaissances au service des industriels. Et donc je vous laisse rapidement, voilà, donc mes camarades de jeu, donc je laisse vous présenter. Merci. Donc Nathalie Couturier, moi je suis évaluateur sécurité IoT et consultant sur tous les aspects cybersécurité, certification et objets connectés qu'on retrouve notamment dans le milieu industriel également. Et voilà, et le joueur numéro 2, donc Jean-Christophe Marpeau, programme Captronic. Toujours pareil, on charge un peu de la cybersécurité sur la partie bas niveau IoT et système électronique embarqué, mais pas côté évaluation, je laisse ça aux spécialistes, mais plutôt côté acculturation et ouverture des chakras et formation, plus analyse de risque auprès des industriels concepteurs d'équipements électroniques embarqués. Donc on fait un duo, quoi. Complémentaire. Donc rapidement, juste pour reprendre, est-ce que vous pouvez déjà nous partager un peu, je dirais, votre vision du panorama aujourd'hui sur la partie réglementaire, notamment sur les objets connectés et surtout revenir sur le lien entre les objets connectés et les systèmes industriels et les usines. Donc si vous pouvez un peu nous partager votre vision. Pas de souci. Merci pour la question. Donc en effet, aujourd'hui les objets connectés, on en trouve dans tous les secteurs de plus en plus. On estime en 2025 qu'il peut y avoir à peu près 75 milliards d'objets connectés sur la Terre. Et donc, évidemment, il y en a également dans le secteur industriel. Ça va du capteur à l'actionneur, une pompe hydraulique connectée, une foreuse connectée ou autre. Et donc, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'objets connectés. Il y a également de plus en plus d'attaques cybersécurité sur ces objets-là. Et donc, pour pallier à ça, il y a des réglementations qui mettent en place la cybersécurité avec notamment la RED, qui est une directive sur les équipements radio, qui peut impacter la cybersécurité industrielle, ou le Cyber Resilience Act, dont on va parler un peu plus en détail, ainsi que la directive machine, dont je vais laisser mon camarade parler un peu plus. Oui, en complément, effectivement, bon, on parle de la RID article 3, qui est déjà un gros chantier, hein, c'est demain. On est au mois de mars 2025, mise en application de la RID, donc IoT Radio, volet cyber, 1er août 2025. C'est-à-dire qu'après le 2er août 2025, si l'entreprise ne peut pas prouver, démontrer qu'elle a intégré des exigences cyber dans ses IoT, elle pourrait perdre potentiellement le marquage chez eux. Ou en tout cas, elle ne peut plus la poser. C'est pas rien quand même, parce que c'est un problème de commercialisation. Alors, on a parlé du CRA, je pense qu'on en parlera en long, en large et en travers. Mais il ne faut pas oublier qu'entre les deux, entre ces deux dates, il y a aussi le nouveau règlement machine. C'est un règlement, ce n'est pas une directive, c'est un point important. Règlement, c'est une application immédiate au moment où ça passe au journal officiel européen. Il n'y a pas nécessité de passer par une transposition en droit national. C'est applicable tout de suite. Règlement machine, nouveau règlement, point important. Il y a une notion très importante qu'on appelle la notion de modification substantielle. C'est-à-dire vous avez une machine qui est là, qui fonctionne. On y apporte des modifications d'ordre sécuritaire, mise à jour logicielle, hop, il va falloir refaire le marquage. Et dans ce règlement, il y a aussi l'introduction de l'IA, bon, ce n'est pas l'objet, et de la cybersécurité, bien sûr. Ces équipements étant connectés, eh bien, il va falloir que le fabricant, l'intégrateur de ces équipements, même si lui, il n'est pas fabricant de l'automate ou de la carte électronique, mais en tant qu'intégrateur, il applique un certain nombre d'exigences de cybersécurité. Sinon, il ne pourra pas apposer le marquage CE sur ces équipements. Donc, je dirais que toute cette réglementation, bien sûr, qui vont venir en complément de la NIS 2, vont impacter fortement les industriels parce que derrière, il y a le marquage CE. Et on sait tous qu'un défaut de marquage CE ou une absence de marquage CE, c'est une interdiction de mise sur le marché. En Europe, mais aussi dans le monde, parce que les autres pays, ils vont voir ça, ils vont dire mais si le produit il est passé en Europe, pourquoi il viendrait chez moi? Donc, de toute façon, c'est un frein total
c'est une interdiction totale de mise sur le marché. Lors de la préparation, parce que vous savez bien que comme toute, je dirais, ce type d'exercice, on prépare pour être prêt, mais j'avais noté un point sur finalement la responsabilité du systémier, en tout cas le fabricant de machine, finalement sur la phase post-livraison de la machine. Parce qu'aujourd'hui, le systémier livre la machine, pour lui, il considère qu'il a fait son travail. Et aujourd'hui, de ce que j'ai compris, la nouvelle réglementation va étendre cette responsabilité au-delà de cette période-là. Est-ce que vous pouvez en parler un peu plus? Oui, tout à fait. Donc la cybersécurité, ce n'est pas seulement au moment où on livre la machine, il faut également l'assurer par la suite. Et les directives, réglementations et normes qui se mettent en place aujourd'hui abordent tout ce point-là en forçant une période de support, une période dans laquelle les mises à jour sont disponibles et où le fabricant s'engage à pallier aux problèmes de sécurité qui peuvent subvenir par la suite. Il me semble que dans le Cyber Resilience Act, on va être sur des périodes allant jusqu'à 10 ans. Donc c'est quand même des périodes relativement grandes à prendre en compte. Et opérationnellement, comment ça se matérialise, on va dire, aujourd'hui, comment vous voyez? Alors peut-être que c'est des choses en cours de discussion, hein, c'est pas... mais en tout cas, comment vous voyez les orientations sur ces sujets-là? Alors c'est vrai que les gens sont réticents déjà, parce que 10 ans, c'est une période relativement grande. Aujourd'hui, il y a déjà des choses qui se mettent en place et ça devient nécessaire, parce que si on ne patche pas les problèmes de sécurité, alors ça va mener à davantage de problèmes. Donc il y a de la réticence, mais il y a également des choses qui peuvent se mettre en place, des solutions qui existent. On peut se faire accompagner sur ça pour savoir comment mettre en place cela afin d'avoir les bonnes bases, les bonnes connaissances, les bons process et les bonnes pratiques au sein de l'industrie. Je vais compléter par un exemple qui s'est passé il y a quelques jours. Des gens qui font du développement, pour ceux qui font du développement, ils connaissent le SP32. Il y a 2 jours, c'est ça, un article des chercheurs espagnols ont démontré que dans le SP32, qui est un circuit, il y avait une vulnérabilité cachée, en tout cas des codes qui n'avaient pas été suffisamment documentés par le fabricant, qui permettaient à un attaquant potentiel possible de pouvoir rentrer à travers le BLE sur le système sans que ça soit été corrigé en fin de compte, sans le savoir. Donc c'est potentiellement une vulnérabilité. Est-ce qu'elle a été exploitée? On ne sait pas. Mais une chose est sûre, ce genre de données, quand vous êtes, vous, fabricant, utilisateur, et que vous savez que vous avez ce type de composants dans votre installation, forcément, ça va générer un doute, ça va générer une inquiétude en tant qu'utilisateur. Et vous allez faire quoi? Vous allez appeler votre fabricant et puis vous dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que, quelque part, je dois faire? Alors, à l'heure actuelle, le fabricant il va dire, c'est pas mon problème, c'est le tien, moi. Je parle d'aujourd'hui, hein. On change de composant, on en met un autre, mais avec le CRA, avec la RID, ça ne marchera plus. Là, il y a une forme de responsabilité qui se met en place, et donc il y a une obligation pour le fabricant de l'équipement qui contient cette puce-là, cet élément-là, d'anticiper en fin de compte ce problème-là, même si ça n'a pas d'incidence. Il va devoir anticiper pour prévenir son client et mettre en place les mécanismes de mise à niveau. C'est ça que va changer le CRA. Ça veut dire que ce changement-là, il n'est pas que technique, il est aussi organisationnel. Ça veut dire qu'un bureau d'études, son boulot, c'est de faire du développement, c'est de faire du soft, mais c'est aussi de faire de la veille. De la vraie veille. Un point aussi sur les défis à relever, on a parlé juste avant de la modification substantielle. J'avais aussi noté un autre point dans nos échanges, c'était cette notion de scope d'applicabilité. Oui, c'est vrai que chaque norme, chaque réglementation, chaque règlement, chaque directive a un scope particulier. Quand on va parler de la RED, donc la directive radio, c'est tous les produits avec de la radio. Quand on va parler du CRA, on va parler de tous les produits avec des éléments digitaux. Et pour le règlement machine, ça va être encore autre chose. Donc il y a une première problématique que peuvent faire face les industriels, qui est de savoir qu'est-ce qui est applicable à mon cas, dans quel cas je dois appliquer ça, est-ce que cette réglementation
je dois y être conforme ou est-ce que je suis à côté. Et donc, il y a une première phase d'accompagnement sur ça, une première phase d'acculturation aussi de la part des industriels. Et c'est pour ça qu'on fait de la vulgarisation, pour comprendre dans quel scope d'applicabilité on est et qu'est-ce qui est applicable à nos produits et notre infrastructure. Encore un défi. Moi, je vous ai écouté quand vous échangez entre vous et moi, je suis pas du métier je suis pas du tout dans la réglementation, donc j'écoute, je note. J'avais aussi noté un point sur aussi tout ce qui est la notion de test et de robustesse, justement, qui tourne autour de scope et notamment la partie notified bodies. Et comment tout ça, comment vous pouvez un peu nous expliquer un peu ces concepts qui vont arriver avec ces nouvelles réglementations, qui existent déjà ou qui vont être actualisées bientôt? Je pense que la façon la plus simple de comprendre ça, c'est notamment en se basant sur la RED aujourd'hui, qui n'est pas seulement cyber, mais avec des exigences sur les émissions radio. On ne doit pas émettre plus de certaines zones en dehors du spectre et tout ça. Et aujourd'hui, il y a des organismes qu'on appelle des organismes notifiés, ou des notified bodies en anglais, qui peuvent faire des tests et émettre un rapport certifiant qu'on est bien dans le vrai. C'est la même chose pour la partie cyber où il y a potentiellement un organisme notifié qui va rentrer en jeu pour faire des tests et vérifier si on est compliant à la partie cyber. Il y a la notion de standard harmonisé qui est importante et s'il existe des standards harmonisés, donc des normes harmonisées en français, qui sont publiées dans le journal officiel de l'Union européenne, alors les fabricants peuvent utiliser ces normes pour prouver eux-mêmes leur compliance et générer eux-mêmes les preuves. Si ces standards, ces normes n'existent pas, alors on est obligé de passer par un organisme tiers qui s'appelle un Notified Body. Et ça reste également un défi parce que est-ce que les Notified Body vont avoir la bande passante pour faire passer tout le monde? On ne sait pas. Alors, en complément de ce qu'il vient de dire, je vais quand même recadrer un petit point. Il sait de quoi je vais parler. Quand on fait de la CEM, quand on fait du marquage chez eux, radio, on emmène notre électronique dans un laboratoire, une chambre anéchoïde, on fait du test radio. Puis si on se rend compte qu'on est en des limites, on prend la capa. Hein. On prend un capa, on va prendre le fer à souder, on va coller, on va mettre la self, et puis on va arriver à régler tout ça. Et je dirais que dans la journée, c'est fait pareil pour le conduit, pareil pour la sécurité électrique. On a des éléments techniques. En matière de cyber, non, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le certificateur il dit « bon, là, ça ne passe pas, j'ai fait un pen test, j'ai fait une revue de code, ce truc, ça ne passe pas », que la personne qui s'en est occupée va prendre 5 minutes pour reprendre son code, pour modifier tel algorithme. Non, non, il y a quand même un gros travail derrière à faire de reconception, de redesign. Je ne parle même pas un coup classique. Ce qui arrive souvent, c'est de la donnée. La donnée, celle-là, elle est critique, il faut la mettre dans un secure memory. Malheureusement, on n'a pas pris le bon micro pour faire du secure memory. Ça veut dire qu'il faut faire tout le redesign. Ça ne se fait pas comme ça. Donc ça veut dire que le danger, le point sur lequel il faut vraiment être très vigilant quand on fait de la cyber, il ne faut pas comparer la cyber avec du marquage chez eux classique, où là, on passe, c'est bon, c'est pas bon, et puis on check. C'est avant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on fait du design, quand on fait de l'électronique, quand on développe un automate, une carte, n'importe quoi, même avec sur des produits tout faits, des Raspberry et autres, il va falloir intégrer la cyber dans son cahier des charges, dans ses exigences. Ce qui est bien, ce qui a été dit, il a raison, la 18031 où les normes ont déjà un certain nombre d'exigences à respecter, donc il faut aller les chercher. Dans les documents, il faut regarder et puis commencer à réfléchir à dire, en gros, faire ça, c'est ce qu'on appelle son socle de sécurité. Dire voilà, il faut que je sois conforme à tel point, et là, je fais mon développement. Là, je redéveloppe, je code, je fais ça de manière correcte en utilisant des normes. Il y a des normes de codage, des référentiels. Et ensuite, je peux commencer à me poser la question de passer par un organisme notifié pour pouvoir vérifier. Mais parce que c'est un peu plus compliqué que la CEM. Sachant qu'une vulnérabilité, lorsqu'elle est découverte sur un équipement, elle est découverte, je dirais, sur la base des connaissances qu'on a actuelles. C'est-à-dire que c'est l'exemple que tu as cité juste avant, c'est que de nouvelles vulnérabilités peuvent être découvertes plus tard parce qu'il y a plus de compétences, il y a des gens qui passent plus de temps. Parce que finalement, les vulnérabilités, il y en a partout, tout le temps. Après, la question, c'est qu'il faut juste y passer un peu de temps
pour les trouver. Il y en a dans tous les équipements. C'est une question de moyens, et encore une fois, et si je reviens sur le sujet, pour l'exemple de tout à l'heure, enfin, ma table précédente, en fait, c'est juste l'attaquant, il trouvera toujours une faille. La question, c'est toujours le temps qu'il y mettra. Et c'est pareil pour les équipements. C'est-à-dire qu'il faut, effectivement, si on veut avoir un équipement ou un device qui soit totalement sécurisé, il va falloir, pour l'homologuer, il va falloir passer quelques années pour être sûr. Donc, il y a ce sujet aussi, potentiellement, comment on va traiter l'avenir. Et d'où ça me permet de rebondir par rapport à le cas d'usage de jumeaux numériques et comment on pourrait les utiliser, puisque comme tu me disais, voilà, il y a des sujets, il y a des expérimentations sur le sujet. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Nathalie ? Oui. Donc c'est vrai qu'au niveau européen, il y a des projets qui se mettent en place pour expérimenter et améliorer les processus de certification. Et quand on parle de certification, c'est des processus longs, parfois coûteux, où il peut y avoir des boucles. Et comme on le disait, ce n'est pas juste à un moment T. S'il y a une modification substantielle par la suite, il faut repasser dans ce processus. Et donc, il y a des expérimentations au niveau européen pour, par exemple, mettre en place de l'intelligence artificielle et des jumeaux numériques pour répliquer dans un monde virtuel un processus réel afin d'expérimenter sur ce jumeau numérique et vérifier si ça continue de passer la certification. Donc, par exemple, au niveau européen, il y a le projet Cobalt, où c'est vraiment ça. On est certifié. Quand il y a une modification substantielle, on check pour voir si la certification peut continuer ou s'il faut modifier le produit ou autre. Pour compléter, c'est très intéressant de cette notion de jumeau numérique. Ça veut dire qu'actuellement, on ne peut plus faire du design cybersécurisé sans développer en parallèle une vraie plateforme de test et de qualification. Ça devrait être présent dans tous les bureaux d'études. On doit avoir un jumeau numérique de son produit ou de ses produits de manière à tester, qualifier avant de mise sur le marché. De vérifier, ne serait-ce que comme on fait du maintien en conditions opérationnelles sur le temps, ça va permettre de tester les mises à jour, tester les patchs, tester la nouvelle bibliothèque, le nouveau DLL, le nouveau truc, qui va vérifier si ça ne génère pas une autre vulnérabilité, parce que c'est ça aussi, ou un problème, et puis ensuite de pouvoir le lancer et de le pousser chez le client. Donc il y a nécessité de travailler en doublon et d'avoir un équivalent dans son bureau d'études pour valider, qualifier, vérifier. Alors c'est clair que je connais d'avance ce que vont me dire les bureaux d'études quand je dis ça. Ils me disent, bah oui, mais il nous faut du temps. Ouais, je confirme, il faut du temps. J'ai pas de solution par contre à ça. On va passer peut-être sur on va dire le dernier temps, sur les prochaines étapes par rapport à ces réglementations. Aujourd'hui, comment vous voyez, vous, sur la partie RED, CRA et peut-être aussi le règlement machine, comment vous voyez, vous, le planning à date? Donc il y a une timeline qui est plus ou moins déjà définie, que ce soit pour la RED ou pour le CERA. Pour la RED, donc comme Jean-Christophe le disait, applicabilité à partir d'août 2025. Donc si on n'est pas compliant après août 2025, on ne peut plus mettre sur le marché et potentiellement on peut avoir des amendes également. Pour le CRA, c'est décembre 2027, la date d'applicabilité totale du texte. Néanmoins, à partir de septembre 2026, ah oui c'est vrai, le 11 septembre 2026, date pas forcément bien choisie, mais à partir du 11 septembre 2026, il y a déjà un volet qui est applicable, notamment sur la notification dans le cas de vulnérabilité activement exploitée sur les produits. Donc on est censé notifier les autorités pour qu'il puisse y avoir un partage d'informations et potentiellement informer les autres utilisateurs de ce type de produit-là. Et pour le règlement machine, règlement machine, le 20 janvier 2027, c'est-à-dire qu'à partir du 20 janvier 2027, il sera interdit, en tout cas l'intégrateur de la machine ne pourra plus obtenir son marquage chez eux s'il ne démontre pas qu'il a mis en œuvre un certain nombre d'exigences de cybersécurité dont la norme n'est toujours pas connue à ce jour. Mais en tout cas, on sait qu'il y aura une obligation de faire une analyse de risque type cyber avant une mise sur le marché, tout comme il y a obligation de faire une analyse de risque en termes de sûreté de fonctionnement avant de mise sur le marché dans le cas de la directive machine. Je voudrais préciser un point sur la date du 11 septembre, elle a son importance.
pas la date, pas le 11, mais le contenu. Ça veut dire que s'il y a identification des vulnérabilités des produits déjà mis sur le marché, indirectement, on ne le dit pas, mais il y a un effet de rétroactivité, c'est-à-dire que c'est les produits qui sont déjà en place. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre décembre 2027 pour se préoccuper du CRA. Il faut commencer maintenant parce que les produits qui sont déjà en place, qui sont déjà activement fonctionnels dans les industries, ben là, les industriels, vous avez pour obligation de commencer à regarder les vulnérabilités existantes, notamment exploitées, et vous avez jusqu'au 11 septembre pour les patcher. Ce n'est pas après le 11, c'est jusqu'au 11 septembre pour mettre en place les patchs qui vont bien, pour vérifier qu'ils ne génèrent pas de nouvelles vulnérabilités, avant d'être prêts pour décembre 2027. Donc, wow, on sait ce que c'est. Hein. Ça ne se fait pas en une semaine. Hein. C'est maintenant qu'il faut le faire. Oui, donc ce qu'on est en train de dire en termes de, je dirais, en attendant ces prochaines échéances que j'ai noté, donc il y a ce sujet commencé, j'ai noté, tu l'as cité tout à l'heure aussi, l'analyse de risque cyber, qui est quand même, et ça c'était aussi le sujet de la table ronde précédente, donc on voit qu'on tourne, mais on revient toujours aux mêmes fondamentaux, hein, donc l'analyse de risque cyber. On en avait parlé aussi sur la partie supply chain, sur la partie le software bill of material, et on avait parlé du sujet de l'open source. Est-ce que tu peux un peu conclure là-dessus, parce que je pense que c'est aussi un sujet qui a été longuement débattu aussi, je pense, au niveau des instances européennes. Est-ce que tu peux nous faire une conclusion là-dessus et nous dire comment avancer sur ce sujet-là qui est quand même important dans les règlements? Exactement. Donc, pour résumer rapidement, première chose qui est vraiment l'analyse de risque. Je sais que tu peux passer des heures à en parler. Ouais. L'analyse de risque est obligatoire et donc, comme on le disait, le management de la supply chain et ce qui va avec, c'est donc ce fameux software bill of material qui, comme c'était mentionné dans la table ronde précédente, qui est un inventaire de tous les softwares qu'on a mis en place dans notre produit, de toutes les briques logicielles qu'on a incorporées. Quand on fait un include quelque chose, on incorpore une brique logicielle. Et donc, il faut la tracer pour pouvoir vérifier si par la suite, il va y avoir des vulnérabilités. Et donc, le gros point de l'open source, c'est qu'il faut aussi tracer toutes les briques logicielles open source qu'on met dans nos produits. Et il va falloir tracer les vulnérabilités qui sont liées à ça. Et donc, ce que dit le CRA aujourd'hui, c'est que ça serait la responsabilité de la première personne qui va mettre sur le marché cette brique open source, donc le premier intégrateur de cette brique open source, de vérifier s'il n'y a pas de souci avec celle-ci. Donc ça mène à des problématiques parce que je vais attendre que quelqu'un d'autre la sorte pour pouvoir l'intégrer, ou alors je ne vais pas le dire et on verra ce qui se passe. Ça peut être un gros travail de fond. Et c'est pour ça qu'il faut considérer dès aujourd'hui ce fameux software bill of material pour savoir qu'est-ce qu'on a dans nos produits et pour pouvoir par la suite identifier les actions à mettre en place liées à ça. Donc, merci pour cette conclusion. Donc, encore une fois, inventaire, analyse de risque, inventaire, connaissance des SIEM et aussi bien s'entourer de partenaires, c'est ce que j'avais noté aussi. Oui, c'est vrai que c'est très important d'avoir ce catalogue. Il existe aujourd'hui des solutions. Chez Red Alert Labs, on en a. Chez Captronic, il y en a aussi. Et des partenaires qui permettent dès aujourd'hui de prendre en compte ces réglementations, ces directives et ces normes pour ne pas se retrouver le 11 septembre, le décembre 2027 prochain ou janvier 2027 prochain, le bec dans l'eau et être complètement en retard. Juste un dernier mot, point important, c'est vrai que ça peut faire peur tout ça. Quand on est fabricant d'objets connectés, j'en connais quelques-uns ici, c'est un peu la montagne parce qu'on a l'habitude de faire du code, de l'électronique, des architectures et ça peut paraître insurmontable. On a une chance énorme en matière de cybersécurité, c'est qu'il n'y a pas de verrou techno. Il n'y a pas de verrou. Les solutions, elles sont là. Elles sont sur étagère, elles sont disponibles. Les fournisseurs de composants, ils ont intégré dans leurs IDE, dans leurs environnements, effectivement, tout ce qu'il faut pour sécuriser. Les protocoles sécurisés existent, les composants sécurisés existent, les logiciels, tous les équipements sont sécurisables. Il n'y a pas d'impossibilité. Ce qui manque, c'est le temps. Ce qui manque, c'est peut-être de l'écrire.
À un moment donné, il faut intégrer ça dans les cahiers des charges. Il faut mettre ça dans les spécifications. Il faut en parler. Faire du design, faire de l'électronique, maintenant, ce n'est pas un boulot qu'on fait tout seul. Il faut le faire en groupe. Il faut se faire aider, se faire accompagner, d'avoir le regard extérieur. Quand on fait de la revue de code, il n'y a rien de mieux que d'avoir quelqu'un d'extérieur qui va regarder comment le produit a été codé. Il va voir les défauts, il va voir les choses. Et puis l'analyse de risque, ce que j'aime à dire souvent en analyse de risque, c'est que les meilleurs acteurs pour déceler les vulnérabilités, ce n'est pas celui qui fait l'analyse de risque, c'est les gens des bureaux d'études qui ont passé des semaines à faire leur architecture, à faire leur code. C'est eux qui sont les plus à même d'identifier les vulnérabilités de leurs propres produits. Il faut jouer là-dessus. Il faut que tout le monde participe à ce travail d'analyse de risque. Ce n'est pas un boulot d'IT, c'est un boulot où il y a des gens de l'IT, des gens du soft, des gens de la qualité, la direction qui doit être présente, les gens du développement matériel, logiciel, pourquoi pas de la prod, intéressant aussi. Et là, c'est du temps. C'est une autre manière de concevoir, mais si on le fait, je peux vous garantir, ça marche. Merci pour la conclusion. S'il y a des questions, là, on est prêt à répondre. Oui, bonjour à tous. Du coup, on a fini avec cette dernière table ronde pour aujourd'hui. Je parle pas assez fort. Ah ouais, d'accord. Et on va passer au pitch des sociétés, voilà, du village cyber, mais aussi du campus. Je crois que c'est Clément qui commence et il devrait arriver d'ici quelques minutes.